bien c'est parti. Donc là, le sujet que j'aimerais aborder cette année, c'est un travail qui dure depuis longtemps pour moi, un peu à titre privé, puis finalement à titre professionnel, c'est-à-dire un travail sur une zone naturelle de plus ou moins, un peu moins d'un hectare, et une réflexion sur réussir à aller un petit peu plus loin que l'agriculture biologique sur les agricultures qui se mettent en place à petite échelle pour l'instant, et de se poser la question de l'écologie dans ce système-là en s'inspirant d'une expérience sur un site naturel. Donc là, la luminosité est un peu faible, j'espère que vous verrez bien les photos, mais en première partie, je vais un peu vous montrer là où je travaille et là où on vit. Donc c'est un peu une ouverture de mon jardin et de vous montrer un peu dans quelles conditions je fais mes expérimentations. Et en deuxième partie, un essai concret sur 1 hectare de chanvre CBD que j'ai pu réaliser l'année dernière avec la confiance de quelqu'un qui a accepté les conditions que je lui ai présentées sur justement le travail un peu plus écologique. Pour vous donner quelques sources d'inspiration, ces deux livres-là, donc La révolution d'un seul prime taille de Manasobu Fukuoka et La méthode Jampin, qui sont deux livres assez anciens, qui datent des années 60-70, plutôt 70, mais ce sont des agronomes en fait, qui ont vu en fait, l'évolution de l'agriculture de l'après-guerre et donc de la montée en puissance de l'agro-industrie, de l'engraissage, des pesticides, etc., de l'artificialisation, et qui ont viré assez rapidement leur point de vue au point d'aller à un extrême inverse, qui était de travailler le jardin naturel, de travailler sur le laisser-faire, de s'inspirer de la nature et de voir jusqu'où pouvait aller. Ayant été vraiment touché par ces deux livres, il y a pas loin d'une dizaine d'années, j'ai eu l'opportunité d'avoir accès à un terrain de à peu près 1 hectare en pente, sous les ronces. C'est dans le sud-est de la France, c'est les zones cévenoles où en fait il y a beaucoup de murets en pierre sèche, c'est très inaccessible et la chance de ces régions-là, c'est que les tracteurs n'ont pas pu pénétrer ces zones-là. Donc l'agro-industrie n'a jamais pu venir et finalement le remembrement en France, donc le renouvellement de l'agriculture n'a pas pu prendre pied. Et c'est des zones qui à un moment donné se sont désertées, ont été reprises justement dans les années 70 par ce qu'on a appelé les néo-ruraux, qui ont essayé de travailler comme ils pouvaient, mais qui ont développé leur propre technique ou qui se sont inspirés de techniques plus anciennes finalement que quand nous on se réfère aux anciens et qu'on pense aux grands-parents qui en fait baignaient dans l'agro-industrie. Là on parle de plus d'autonomie et de techniques de culture qui demandent à être extensives et à limiter beaucoup les intrants puisque les intrants doivent être sur place. Le transport, la manipulation, tout est compliqué. Alors malheureusement, je constate que les photos ne rendent pas vraiment, mais là donc c'est la photo de l'habitation en haut, c'est-à-dire que là ce que je voulais vous montrer, c'est que cette zone naturelle, la première question qu'on s'est posée, c'est comment s'installer dessus, avec à l'idée de la modifier la moins possible. C'est-à-dire, c'est nous les invités, on ne va pas tout raser pour commencer à foutre une dalle béton, mettre un hangar agricole, etc. Donc notre question a été comment se mettre là en respectant ce qui était autour, en se mettant éventuellement en étant capable de le démonter, ou même en se disant que le jour où on meurt, ça disparaîtra avec et c'est pas grave, quoi. C'est pas du béton qui va rester. Donc en haut, j'espère que vous voyez assez, c'est un abri de 30 mètres carrés, un petit peu moins, entièrement en bois. Là il est sous la neige. Je me suis amusé à faire des photos Google Maps depuis 9 ans à peu près pour regarder un peu ce que je voyais du ciel, et mon idée était aussi de complètement la faire disparaître aux vues satellites. Donc la dernière image à droite, c'est une végétalisation qui est en train que j'ai commencé cette année, une végétalisation totale de la toiture. Donc l'année dernière sur la photo Google Maps, on voyait encore à peu près la moitié de la toiture parce que j'avais pas eu le temps de finir, j'avais d'autres choses à faire. Mais c'était aussi le jeu d'avoir une dernière photo de l'habitat existant. Et là, en 4 mois, avec un semis extrêmement diversifié,
de plantes utiles pour, qui reprennent finalement le biotope local et qui permettent d'avoir beaucoup de floraison, d'alterner tout ça pour avoir de la nourriture pour les papillons, les insectes, les abeilles, les petites guêpes, les coléoptères, etc. Donc tout a poussé très très vite, tout s'est très bien installé. Et en bas, c'était, même avant l'habitation, c'est pas une erreur, mais je me suis posé la question de l'utilité. Puisque ça fait plus d'une vingtaine d'années que maintenant que je travaille même bien plus, dans cette culture moderne que vous connaissez. Donc il y a souvent une serre, il y a souvent de l'intérieur, il y a des choses comme ça. Et en fait, mon premier réflexe, ça avait été de poser une serre tunnel. Une petite serre tunnel, elle fait que 10 mètres de long, donc on est aussi sur du 30 mètres carrés, mais en me disant que ça allait m'être très très utile. Au final, c'est bien pour m'abriter de la pluie. Ça m'a tout de suite fait réfléchir que cette serre me demandait d'autres réflexions derrière. Parce que si je mettais une serre, alors c'était peut-être parce que je voulais avancer mes cultures. Mais si j'avance mes cultures, alors par rapport au climat, je vais être un peu décalé. Puis ça veut dire aussi que mes génétiques, je vais les choisir en fonction de l'assistance que j'ai déjà, qui est la serre. Le plastique, j'ai pris de la très bonne qualité pour que le plastique dure très longtemps, mais je me suis tout de suite posé la question, très longtemps, si le fabricant me dit que très longtemps sous les UV, surtout les UV du sud-est, si le très longtemps c'est 5 ans, c'est pas si longtemps que ça. Donc j'ai tout de suite mis une ombrière, donc je suis déjà ombré à 70%. Et comme je pense que plus je rajouterai de travail sur l'entretien de cette serre, plus c'est de l'énergie perdue à autre chose, j'ai laissé le 70% dessus pour protéger le plastique. Donc là, ça fait 10 ans et tout tient encore très bien, le plastique est neuf. L'ombrage fonctionne très bien, mais l'ombrage lui aussi c'est du plastique. Donc je l'ai laissé se recouvrir de ronces. Donc au final, petit à petit, cette serre est en train de devenir une serre d'ombre, un lieu d'ombre, qui est plus frais que l'extérieur maintenant. Donc c'est plus du tout une serre pour faire avancer mes cultures. Les semis dedans sont éventuellement intéressants pour protéger en cas de gros soleil sur les premières phases, mais finalement, elle est en train de devenir petit à petit ma serre d'ombre. Je sens qu'à la fin, je vais mettre un bassin d'eau, des nénuphars et juste venir regarder les plantes dedans. Donc là, je vous décris les images puisqu'on ne les voit pas très bien. Elle est complètement sous la neige à gauche et complètement recouverte de passiflore et de ronces sur la droite. C'est vraiment dommage que l'on ne voit pas toutes ces belles photos. Moi, j'ai pas pu m'empêcher. C'est une petite fierté en fait, puisque cette année, on a décidé de rendre ce lieu qui est finalement un lieu de vie, mais on vit dans notre jardin et on vit dans notre outil de travail. C'est de l'officialiser. C'est-à-dire que, comme vous le verrez après, cette opportunité de cultiver du CBD avec une forme de tentative agroécologique l'année dernière sur un champ relativement normal, m'a incité à produire cette expérience en beaucoup plus petit, mais à l'officialiser, pas forcément au niveau du champ, même si ça va être du champ, j'ai pas déclaré du champ, on s'en fout. C'était vraiment d'aller chez EcoCert et de voir la réaction d'EcoCert à la visite du terrain, puisque j'y suis depuis longtemps, et qu'obtenir un label bio en première année, ça demande à ce que ce soit une friche, soit beaucoup de paperasse. Et donc j'ai déclaré une friche, alors qu'il y a des fruitiers, vous verrez, je vais vous montrer des photos. On a fait passer le contrôleur et le contrôleur a dit oui, en effet, c'est une friche. Et donc j'étais assez fier de moi qu'après 10 ans de travail, je puisse encore dire que c'est une friche. Donc après la démarche, pour la blague, sur le côté gauche, c'est moi avec le journal du jour. Pour les Français qui ont suivi l'affaire, c'est le lendemain de l'affaire Palmade, donc c'est le journal cocaïne avec des lignes partout. J'ai trouvé ça intéressant de voir comment on pouvait sortir de ce milieu. Et là, c'est la fin de l'hiver. Donc c'est février de cette année où la végétation est la plus rase. Ça a été un peu aplati par la neige en hiver, ça a été desséché par l'été dernier. Et c'est là que j'ai commencé le travail de cette année, mais qui est finalement le travail récurrent de chaque année. Mais chaque année, je ne plantais rien. Simplement, cette année, j'ai planté du champ. Depuis le début de ce projet, depuis que ce terrain, nous l'occupons, il y a des règles.
C'est en fait comme un jeu. C'est-à-dire que ces simples règles, je pense que si j'arrive à les respecter, ça va m'aider à avancer. Par exemple, le refus du moteur, j'ai une visseuse quand même, parce que je pense que visser à la main, si vraiment il y a du travail, c'est chiant. Pour le reste, la construction en bois que vous avez vue a été faite à la scie à la main, et je n'aime pas scier non plus. Donc j'ai fait tout en planche de 3 mètres, comme ça au moins c'est standard. Pas de moteur, ça veut dire aussi pas de mécanisation, donc pas de motoculteur, évidemment pas de tracteur. Les chemins ne sont que des chemins parce que nous marchons dessus, nous ne sortons pas des chemins, donc ça veut dire que les chemins se sont créés en fonction des endroits où nous allions. Et petit à petit, après en général 1, 2 ans, 3 ans, entre nous et l'eau qui suit aussi, quand il pleut très fort, va créer des rigoles, et ben, les chemins du terrain se sont créés et nous les respectons au point qu'il y a 4 ans, il y a un saule qui a fini par mourir et qui est tombé en travers du chemin. Et donc maintenant la brouette n'est plus possible non plus, parce que j'ai pas envie de dégager ce tronc qui est tombé, il a sa place. Et donc ça m'oblige aussi à réfléchir autour de ces contraintes. Pour moi, c'est là qu'est le dernier point, travailler autour des contraintes et s'en inspirer. C'est une des réflexions qui m'a le plus intéressé et qui m'intéresse vraiment le plus sur ça. C'est-à-dire, il y a de la ronce, c'est en montée, donc monter, ça veut dire que si j'oublie du matériel en bas, c'est punition. Le temps que je passe sur chaque chose a énormément d'importance, et donc à la fois je ne dois pas me rater, je sais tout de suite si j'abuse. Avec ma compagne, on n'est que deux, donc c'est que deux humains, et je ne vais pas aller en chercher d'autres. Donc je dois contourner tout ça et trouver à chaque fois la solution. Et ça m'oblige en fait à être toujours en éveil sur est-ce que je ne suis pas en train d'exagérer sur la transformation du terrain. Ça me maintient, c'est une forme d'humilité aussi par rapport à ce que c'est. Donc, bon, évidemment, dans les règles, le maintien de la biodiversité est évidemment... Enfin, disons que la richesse qu'on a pu observer sur ce terrain déjà en arrivant, et le fait d'y vivre et de voir que ça progressait est un signe. Et donc pour nous, c'était aussi ça qui était très important. C'est-à-dire de toujours essayer de constater que chaque action qu'on avait allait être positive. Et de toujours se poser la question de est-ce que c'est artificiellement positif ou est-ce que c'est pérenne, parce que finalement, la question même sur il y a des ronces, pourquoi j'irais les enlever pour me mettre à leur place, elle s'est posée. Si je fais une culture, pourquoi je cultiverais autre chose que de la ronce, puisqu'elle est déjà là. Alors en fait, j'ai pu observer par exemple que si je laissais la fougère et la ronce, qui sont vraiment les dominants, enfin, les plantes colonisatrices naturelles qui se mettent en place, la diversité diminuait, puisque j'avais finalement une monoculture naturelle qui allait s'installer, et donc j'avais une diminution d'espèces. Donc je me suis mis à travailler sur la production de biomasse, donc c'est-à-dire que le terrain entier devient mon fournisseur de biomasse pour le travail, et je dois maintenir cette biomasse et la diversifier de plus en plus, et elle doit se diversifier au plus naturellement possible. Donc chaque année, je laisse pousser un maximum, les chemins sont préservés, mais on ne les voit plus, nous on sait où mettre les pieds, mais clairement tout nous passe au-dessus de la tête. Et bon, c'est dommage, on ne voit pas très bien, je pense. Ouais. Donc là, ici, c'est vraiment une grosse dominance de fougères. C'est le mois de... On doit être fin du mois de mars. Il y a une explosion comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a rien sur les photos que vous avez vues avant, sur la déclaration bio. Et en fait, quand les fougères montent, ça monte à 2 mètres en moins d'un mois. Les ronces, quand elles explosent, elles partent aussi à 2-3 mètres dans tous les sens. Mais en fait, à force de vivre dessus, je sais exactement ce qui va se passer. Et le jeu, c'est d'observer, puisque ça va changer à une semaine, 15 jours près. C'est toujours à peu près les mêmes périodes, mais ça varie quand même. 15 jours, c'est important de ne pas se rater. Et donc, je vois les frondes arriver, je vois le développement. La fougère, je veux qu'elle se reproduise, je veux qu'elle soit pérenne. Donc, je ne la récolte pas je ne la coupe pas pour l'éliminer, je la coupe pour la récolter. Et donc, j'attends qu'elle arrive à la fin de son cycle pour réellement avoir accumulé, avec la photosynthèse, tout ce qu'il faut pour que le rhizome soit rechargé et que tout puisse repousser l'année prochaine. Et donc, dans cette énorme masse, j'ai de la fougère, j'ai de la ronce qui sont très très importantes pour mon paillage, mais de plus en plus, du coup, comme j'ouvre des zones, c'est-à-dire que je récolte la fougère chaque année, si je la récolte au bon moment, j'ai de la prairie maintenant qui commence à se mettre en place aussi, alors que c'est une zone Cévennes méridionale, j'ai de la prairie qui ressemble presque à la prairie d'alpage jusqu'à quasiment au mois de juin,
qui me fournit énormément de matière, dont de la matière graminée et de la matière légumineuse, donc beaucoup d'azote, des choses comme ça. Et je surveille à chaque fois, avant cette récolte, à la fois que la floraison aille jusqu'à un point tel que tous les insectes puissent se servir. Je laisse forcément une grosse partie aller jusqu'à la graine, donc ça veut dire que je ne la récolterai qu'à l'automne, pour que les oiseaux puissent se servir. Et partant de là, après ces observations, donc ici, ben voilà, là j'ai donc marguerite coléoptère, là il y a des petites araignées vertes, là-bas c'est des abeilles sauvages, hein. En fait il y a beaucoup de mini-guêpes, de mini-abeilles, on parle beaucoup des abeilles, mais dès qu'on parle des abeilles, on parle des ruches, on dit l'importance de mettre des ruches, bon bah oui, pourquoi pas, mais en réalité, il y a énormément d'abeilles dont nous ne bénéficions pas de leur miel, mais elles sont là, quoi. Et c'est elles surtout, c'est ces insectes-là qu'il faut préserver. Et donc c'est avec de la diversité de plantes sauvages qu'on va y arriver, et en les laissant tranquilles, en les laissant faire leur boulot, quoi. Et je récolte donc sans moteur. Donc ça c'est un de mes plus grands plaisirs, la faux. On voit mon pied encore là, et la lame. Ça marche très très bien. Ça permet en fait, plutôt que le gyrobroyage, d'avoir de la plante entière. Donc le gyrobroyage est vraiment pour moi un fléau. C'est-à-dire que la débroussailleuse qui s'est vraiment démocratisée parce que moins cher, parce que tout le monde pense que c'est plus pratique, devrait éventuellement être réservée pour les gens qui veulent que ce soit propre le long des trottoirs, le long d'un muret. Mais en réalité, la faux est beaucoup plus efficace, déjà en termes de rapidité, surtout sur des zones irrégulières. Et surtout, ça ne broie pas. Donc le broyage pose un gros problème, à la fois parce que tous les insectes, tous les œufs, tout ce qui est dedans va être broyé. Les fréquences sont absolument insupportables pour tous les insectes, surtout les abeilles, justement. Et après le broyage, l'ouverture aux enzymes et au travail n'est pas du tout le même que si vous avez les plantes entières. Et donc là, moi, en fait, ce que je récolte, c'est de la fougère, du sainfoin, des graminées, beaucoup de variétés de graminées. Je vais répartir ça, en fait, et je vais avoir de la texture, avec les fougères, par exemple, qui donne une texture proche de la fibre coco, presque, mais qui se décompose beaucoup plus vite. Donc j'ai beaucoup de champignons qui interviennent. Je vais avoir beaucoup de masse carbonée, en fait, qui va rentrer en jeu là-dedans, et de l'azote, si je mets tout de suite en place le paillage qui va être vert au moment où je récolte et qui va prendre à peu près entre 7 et 15 jours avant de jaunir en fonction du climat. Et donc si année après année, bon, de toute façon ça reste un jeu, hein, parce que je ne réussis pas à chaque fois, mais cette année j'ai bien aimé la chance que j'ai eue. C'est-à-dire que si je vise bien, j'arrive à être au bon moment sur la fougère, j'attends un peu et j'arrive au bon moment sur ce que vous voyez en fleurs ici, pour ne pas léser les pollinisateurs. Et après, au miracle, une ou deux séquences de grosses pluies qui mouillent le paillage que je viens de poser. Et là, là j'ai tout gagné, quoi. Là, après, j'ai normalement plus rien à faire. L'autre chance que j'ai eue aussi cette année, c'est que étant agacé par les débroussailleuses, j'ai proposé à mon voisin en fait, de lui rendre service en allant faucher chez lui en échange du foin que j'allais prendre. Donc j'ai fauché les zones qui m'intéressaient et comme il débroussaille plus tôt que moi, bon, j'aurais préféré faucher plus tard, mais voilà, j'ai récolté de la matière encore un peu plus jeune. Donc j'ai du coup encore bénéficié d'une autre richesse, en fait, de quelque chose d'encore plus énergétique à poser sur le terrain. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à imaginer, d'après les images que vous voyez, ce qui est sur l'écran, mais sur la gauche, donc c'est on pourrait appeler ça un andin, donc c'est un paillage très épais qui va se rapprocher qui est finalement la technique du mulch. Donc là, il y a 40 cm d'épaisseur de fougère fraîche qui va réduire certainement à 30 cm dans la semaine d'après et à 20 cm une fois qu'elle se sera tassée au bout de 15 jours. Je fais rien de plus. Et sur la droite, là où mon chien fait son apport naturel d'azote, ça c'est la récolte en fait de chez le voisin. Il y aura la mienne aussi qui viendra après, mais c'est le tas que j'ai fait rentrer comme je pouvais par la petite porte, qui va me servir aussi à faire plusieurs andins. Et donc je me retrouve aussi avec de la diversité très intéressante sur le terrain, entre des zones où je vais prendre juste à côté de la fougère et avoir du paillage fougère,
des fois avoir une zone où ça va être que de la prairie qui aura été déposée, et des fois c'est un mix des deux, c'est-à-dire la fougère en dessous et le foin au-dessus, ou l'inverse, et il y a des réactions différentes. Au point que je sois allé aussi, il y a de la forêt de résineux sur le terrain, il y a une toute petite portion résineuse, et où l'aiguille de pin tombe partout, et où tout le monde me disait, sous les pins, il n'y a rien qui pousse, la terre est acide, etc. En fait, c'est surtout que tant qu'il y a les aiguilles de pin qui sont un excellent paillage, parce que ça se décompose vraiment très très doucement, ça protège le sol et ça empêche en fait que les graines germent. Donc effectivement, je suis allé récolter de l'aiguille de pin, j'ai laissé au moins les 2/3 de l'aiguille de pin des aiguilles de pin sur le sol, puisque évidemment ça protège les champignons qui sont en dessous, qui sont bénéfiques aux arbres qui sont autour. Mais ce prélèvement, d'autres arbres sont sortis direct après, et je travaille aussi avec l'aiguille de pin, que ce soit en paillage de surface, au-dessus du foin, ou au-dessus de la terre directement, ou au-dessus de la fougère, ou même enterré. J'ai essayé ça aussi. Et en fait, je ne vois pas très bien l'idée de l'acidification. Moi, je pense que c'est plutôt une mauvaise compréhension de ces résineux poussent sur un sol acide, parce que c'est un sol très drainant, acide, où il y a de la bruyère et du résineux. Et en fait, bon, la terre se gère très bien, même s'il y a du conifère qui pousse autour. Donc sur ce terrain, l'idée était quand même d'avoir des essais, des expérimentations qui soient liées à ce que vous connaissez de moi. C'est-à-dire que quand on se croise, il faut quand même que j'ai autre chose à vous raconter que du chaos végétal qui ne va pas forcément s'adapter non plus à toute votre clientèle, même si on pourra en reparler. Je pense qu'il y a réellement un potentiel avec ce qui se passe en ce moment dans la tête des gens. Il y a des gens qui ont envie d'aller protéger des zones, qui ont envie de faire une agriculture qui est plus écologique et qui vont donc se poser en permacole ou en jardin naturel ou même en agriculture bio, mais qui vont essayer d'être avec moins d'intrants et d'être plus sur la zone. Mais donc je fais aussi quelques essais, tout en restant dans le cadre, on va dire, organique, bio et tout ça. Donc, et on essaye d'avoir quand même une petite logique de production de l'humain, pour l'humain. C'est-à-dire que nous, on est dessus, bon, à un moment donné, il faut se poser la question de est-ce que c'est juste un jardin, un lieu de vie, c'est presque en quelque sorte notre maison, une maison de presque 1 hectare. D'ailleurs, les toilettes sont à 100 mètres à peu près, il faut monter, puis de l'autre côté, voilà, le terrain entier, c'est des chambres à droite, à gauche, mais pour marcher et travailler. Mais s'il y a quelque chose à manger dessus, que ce soit pour les insectes, pour les animaux, pour nous aussi, c'est quand même un signe d'intégration. Donc il y avait quelques fruitiers abandonnés, qui donc ont été relancés grâce au paillage autour. La faux me permet aussi de regarder ce que je fauche, contrairement à, je pense, l'abrutissement du moteur des broussaillages, que j'ai déjà essayé pour d'autres, mais j'ai vite arrêté. Je pense que ça rend un peu abruti et ça ne laisse pas en fait regarder ce qui se passe au sol. C'est-à-dire qu'avec la faux, j'arrive à m'arrêter. Si je vois un insecte, très souvent j'arrive à m'arrêter avant, bon, en général il arrive à sauter quand même à côté. Et les arbres, c'est-à-dire que j'ai... sur 6 ans, beaucoup de cerisiers qui se sont semés naturellement, j'ai tourné autour et maintenant on a des cerises qui sont venues simplement du fait que des noyaux ont été déposés à droite à gauche et je tourne autour et du coup nos chemins tournent autour, du coup le terrain se transforme en fonction de notre circulation du fait qu'on récolte des cerises dessus. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup ces cerisiers qui sont arrivés de manière naturelle sont en fait le résultat de croisements aléatoires de cerisiers de plus de 50 ans, qui est en fait la zone était certainement une zone de production de cerisiers. Il y a des cerisiers qui meurent, abandonnés, ou qui sont trop vieux, qui ont été taillés pour être récoltés, donc ils ont plus d'accidents de vie avec la foudre, le vent, etc. Mais donc j'ai des croisements en fait entre des griottes et des burlas, donc du gros noir bien sucré et du petit bien acide, c'était sûrement les cerises à alcool. Et donc j'ai un mélange de tout ça. Et ça donne, du coup, chaque cerisier a un goût différent, se comporte différemment, et là, ça devient vraiment intéressant. Là, c'est la floraison, la période de la floraison, donc c'est pommier, il y a amandier en premier, puis les cerisiers, les pommiers arrivent. Voilà, donc on travaille là-dessus. Cette année, je me suis amusé à faire un petit essai. Je voulais faire une sélection fraise.
parce que je suis souvent insatisfait des fraises que je trouve dans le commerce et je me pose la question de est-ce que c'est la technique de culture, est-ce que c'est les variétés, c'est souvent un peu les deux, c'est souvent trop de flotte et des variétés qui sont sélectionnées pour être productives. Le milieu du fraisier, le milieu, officiellement le milieu du chanvre, la pomme de terre, tout ça, le tabac, c'est des zones très très protégées. Donc trouver des plants de fraisier qui ne soient pas dans un catalogue très très étroit, c'est compliqué. Pour les pommes de terre, c'est pareil. Officiellement pour le chanvre, c'est pareil. Et là, donc, j'ai fait venir, je compte pas les sacs, mais il doit y avoir un peu plus d'une dizaine de variétés de fraisiers dans ce système que j'adore, le Avengro Terra Aquatica, que je remercie encore. Surtout pour la version solaire, qui mériterait d'être bien promue. Donc ce système, ça fait 2 ans qu'il est dehors et je m'en occupe pas vraiment. Là, cette année, je l'ai re-rempli, j'ai mis les fraisiers, je m'en occupe pas vraiment, je mets un peu d'engrais organique, Terra Aquatica en mode bioponie, mais sans me poser la question de la contrainte d'un biofiltre. En fait, le système lui-même devient assez rapidement un biofiltre. Je dirais qu'il y a une lacune qu'il serait bon de résoudre, c'est la zone ouverte, parce qu'en fait, quand on est en extérieur, c'est le nid à moustiques possible, ça bouge pas assez. Par contre, j'en suis convaincu, ça peut devenir un très très bon piège à moustiques. Donc je pense qu'il y a une réflexion à avoir dessus pour justement éliminer par exemple le moustique tritigre sur la zone. Mais donc ce système marche très très bien et là l'idée c'était de voir quelles étaient les variétés de fraises qui allaient nous plaire. Et comme je l'ai dit au contrôleur écossaire, puisque si je suis en bio, je ne peux pas faire de la production hors sol, même si elle est en bioponie, même si elle est en pot avec du terreau. Il n'y a que pépinière et production de plants qui peuvent être agréés, mais je ne peux pas produire quelque chose à manger qui sort d'un pot. Donc je lui ai dit que ça allait être ma pépinière, puisque effectivement je vais de toute façon pas vendre les fraises, je vais les goûter. Mais là j'ai déjà tellement de stolons qui sortent des 10 variétés que j'ai déjà de quoi me reproduire maintenant en pleine terre très très rapidement. Et c'est là que je pense qu'il y a un lien très intéressant avec le monde du gros shop, tous les produits et les conseils que vous avez à votre disposition pour le grand public, et les nouveaux agriculteurs qui n'ont pas suivi en fait le cursus normal, et qui en fait maintenant s'intéressent à une petite LED là pour garder de la bouture l'hiver, pour avoir leur plan de piment qui survivent et le relancer d'après, avec beaucoup moins d'énergie et même un coût moindre que s'ils allaient faire ça avec ce qu'on montre maintenant dans l'agriculture traditionnelle qui finalement je pense est venu un petit peu manger sur le milieu des gros shops discrètement et à rapatrier des concepts en les rendant un peu plus chers et compliqués. Là, avec un simple Avengro, en tant qu'agriculteur bio, si je veux, l'année prochaine, je n'ai pas besoin de racheter autant de plants que je vais en planter et je suis autonome sur ma production de plants. Ce qui peut être exactement la même chose pour la conservation de piments pour reproduire chaque année, faire de la graine ou faire de la bouture. Ici, c'est l'essai pommes de terre. Pareil, j'étais un peu déçu des goûts que j'avais, mais j'avais remarqué que sur cette terre-là, qui est très contraignante, qui est très sèche, qui peut être vraiment très dur pour de la pomme de terre. D'ailleurs, j'ai même mis de la Binge, qui est plutôt une sélection néerlandaise du Nord, qui a plutôt l'habitude des terres lourdes, argileuses et du froid. J'ai planté ça, j'ai planté pas mal d'autres variétés. Il y a aussi une quinzaine de variétés, dont une variété américaine, la Burbank, qui est la variété, semble-t-il, McDonald's, mais qui date de 1800 et qui en fait est réputée comme étant la pomme de terre qui a le plus de sucre, et c'est pour ça qu'il l'avait pris pour les frites à l'époque. C'est parce que ça caramélise plus autour et aussi elle est très très riche en vitamine C. Alors il y a une recherche beaucoup plus intéressante à faire sur la pomme de terre. Le problème c'est le blocage des semences et toutes ces choses-là. Il y a un sélectionneur extraordinaire qui est aux États-Unis qui s'est calmé un peu sur l'exportation de ses graines en tomates par exemple et en pommes de terre, Tom Wagner. Mais il y a des gens comme ça qui travaillent hors des catalogues et qui permettraient de retrouver la vraie valeur de la pomme de terre, c'est-à-dire c'est à la limite de la plante médicinale et c'est vraiment une plante de conservation, au même titre que la pomme par exemple. C'est pour moi des plantes à avoir quand on commence à réfléchir même à une forme d'autonomie par exemple, pour traverser l'hiver et avoir vraiment un cycle de 12 mois avec simplement c'est déjà ces 2 plantes, c'est pas très compliqué. Et donc là, pareil, alors là, c'était une prairie, vous voyez peut-être un peu, graminée. Je ne sais pas si ça a été pâturé un jour, mais c'est vraiment une zone compliquée, c'est-à-dire c'est de la motte d'herbe. J'ai pas besoin de l'entretenir parce que finalement, c'est des touffes et ça reste comme ça.
Et donc j'ai simplement biné trois zones de à peu près, on va dire, ça doit donner à la fois, à chaque fois peut-être 7 mètres carrés par zone d'expérimentation, 3 variétés par zone sur la pente. Peut-être un peu comme ils font dans les Andes. J'avais vu un reportage sur la culture ancestrale traditionnelle dans les montagnes dans les Andes. Donc ils plantaient directement dans la prairie et ça fonctionnait. Et donc là j'ai biné un peu pour aérer, j'ai scalpé en quelque sorte. J'ai pas retourné, j'ai pas labouré, j'ai paillé, j'ai mis mes patates, j'ai pas mis d'irrigation. Et là encore, à ma surprise quand même, tout tient et j'ai de la pomme de terre qui est en train de commencer à finir son cycle, qui va vraiment finir son cycle. Du champ. Donc, je pense que peut-être beaucoup d'entre vous voient ce que je veux dire par disons, ce qui se faisait beaucoup avant, ce qui se fait encore un peu maintenant, où, voilà, quand on a l'opportunité, c'est de cultiver dans les ronces. Moi, c'est ce que j'aime bien faire, surtout pour le cannabis. Et donc là, c'est des essais variétaux, c'est-à-dire sur du chanvre CBD, hein, donc c'est légal, même si un essai variétal en France, bon, c'est compliqué, donc on va dire que ce n'est pas reprochable, j'essaye d'aller vers le bien. Il y a un peu plus d'une dizaine de variétés depuis 2 ans, la sélection de l'année dernière de ce qui s'est le mieux comporté dans le champ, menée à la dure, c'est-à-dire ça doit survivre dans ces conditions-là. De toute façon, je pense que si c'est les plantes qui ne survivent pas dans ces conditions-là, déjà que je fais l'effort de mettre un paillage, vous voyez pas, mais il y a une toute petite ligne d'irrigation, j'ai mis une ligne de secours, c'est-à-dire qu'elle ne sert pas à irriguer au quotidien, elle est même déjà de façon bouchée. Elle va me servir en plein été, peut-être au mois de juillet, si je vois que ça fane un peu, pour pas perdre tout un essai, je vais peut-être donner une goutte d'eau. Mais ces plantes doivent s'adapter, elles doivent me prouver génétiquement qu'elles sont capables de jouer. Donc là, l'idée, c'était d'avoir... donc là, c'est ce qui résulte de l'année dernière, qui a été vraiment très très maltraité cet hiver, puisque je l'ai mis dans un autre endroit, parce que moi, j'ai pas la connexion électrique qu'il faut, j'ai pas la place qu'il faut pour faire de l'indoor, même pour une tente de 2 mètres carrés. Donc c'était tassé dans une tente de 2 mètres carrés, faite comme on pouvait, dans un abri de jardin de quelqu'un qui avait jamais touché à ça, que j'ai mené à distance. On a traversé l'hiver comme on pouvait, mais en même temps ça a créé aussi une sélection variétale, c'est-à-dire que pour du chanvre qui était des graines issues de sélection pour l'extérieur, c'est vraiment de la plante d'extérieur, ça a été du coup une sélection de dire elles ont très bien poussé en extérieur l'année dernière, celles qui survivent en intérieur sont donc aussi compatibles pour que je les préserve, pour que je fasse du prélèvement bouture, elles sont capables de s'enraciner, je peux avoir des pieds mères derrière, donc très bien, elles ont passé ce test, un peu malgré nous, je n'aurais pas voulu tout faire souffrir comme ça, mais bonne sélection. Donc il y a une forte pression sélective, et maintenant elles sont là en forme de récupération. Il y a des boutures qui ont été prélevées pour sauvegarder sur le long, et celles-là vont finalement avoir la mission j'allais dire souffrir, de fleurir sur le terrain dans les conditions-là. A priori, elles ne vont pas souffrir, a priori ça va bien se passer. D'autres petits essais qui là étaient plus de l'ordre du ludique, c'est-à-dire que on a quand même un petit peu de système en réserve avec le temps. Et puis il faut bien que j'essaye les nouvelles, les évolutions des systèmes, c'est-à-dire l'aéroflow qui devient le gros stream. Et donc on a quand même posé un petit gros stream, puisque par exemple cultiver de la salade chez moi, il faudrait que je m'organise. Je vais pas me bouger autant tout de suite pour de la salade, pour du coriandre, etc. Il va se perdre de toute façon dans les autres herbes. Je crois même que je ferais mieux d'aller chercher des herbes sauvages. Et donc juste pour le plaisir de jouer un peu en bioponie, de voir l'exubérance que ça représente, on a posé ça juste devant l'habitation, comme si quelqu'un comme à l'époque où j'étais en immeuble et que j'avais une terrasse, un balcon, que j'avais la chance d'avoir un petit balcon et que je pose un système dessus. Donc comme ça me garde aussi dans les mêmes conditions qu'une clientèle que j'ai connue et à laquelle je m'identifie totalement. Pour moi, le système, il doit fonctionner même si je ne suis pas d'humeur, même si je pars quelques jours en vacances, et même si si je ne m'occupe pas vraiment des plantes, si je ne les récolte pas. Voilà. Ça a été très bien, jusque-là, ça va très bien. On n'a rien jeté de ce qui s'est mis en floraison. C'est-à-dire que les roquettes, là c'est des salades japonaises, elles commencent à monter au bout d'un moment évidemment. La coriandre aussi.
Et ben donc en fait on les a pris et on les a mis dans une zone que j'ai un peu protégée, ben, d'ailleurs qui est dans la serre, ça facilite. On met tout ce qui fleurit là-bas pour leur laisser faire leur fin de vie jusqu'à la graine, comme ça on va produire des graines pour être autonome sur la graine après. Donc en fait on fait notre petit cycle là. Là on va dire que c'est notre petit jardin de cuisine qui est juste à côté de la table sur laquelle on prépare notre repas. Du test produit bien évidemment. Donc là c'est un peu voilà, le petit lot de produits que j'ai bien aimé, que j'aime bien travailler cette année, que je travaille cette année, que j'ai travaillé l'année d'avant aussi. Mais là, j'ai mis les nouvelles étiquettes. J'avais des vieux bidons, j'ai quand même mis les dernières versions. Mais je fais ça aussi, c'est-à-dire que je laisse les bidons l'hiver, l'été dans la serre. Je fais, disons, comme le client qui s'en fout, qui pense pas à ça. Voilà, je veux que ça puisse passer l'hiver, que le bidon n'explose pas. Que ça ne se mette pas à tuer les plantes derrière. Voilà, de toute façon, ça fait partie de la sélection. Et donc là, il y a l'engrais organique gros, le THP organique gros, Bloom, le silicate, j'aime beaucoup. Le booster de floraison, d'enracinement était là aussi, le Roots, pour le démarrage des plaques. Et malheureusement encore un peu de terreau. J'aimerais réduire cet intrant-là, mais finalement, comme je l'utilise peu, c'est-à-dire que normalement je le réserve vraiment au semis parce que ça me simplifie la vie, c'est juste que j'ai pas le temps, j'ai pas eu le temps encore de me faire une zone de production de terreau. Et notre compost, étrangement, finalement, c'est pas nous qui le mangeons, quoi. En fait, je veux dire, le compost, c'est pas nous qui l'utilisons. Il se dégrade tellement vite que tout notre compost tient sur même pas 1 m², ne monte pas de plus de 10 cm, et finalement, autant planter là et ne pas en faire un terreau, ça ne servira à rien. Donc je ne fabrique pas encore mon propre terreau, mais ça serait tout à fait possible. Mais ceci dit, vu que mon rôle c'est aussi de me mettre dans la situation d'un maraîcher ou d'un particulier qui va avoir besoin de travailler avec les produits Terra Aquatica, je dois aussi jouer avec, et donc je me mets aussi dans cette situation-là. Pareil pour la coco d'ailleurs. Dans les tests produits, en même temps que les tests variétaux, je regarde un peu si ça fonctionne bien. Au niveau racinaire, par exemple, c'est souvent ça. J'aime bien travailler en foliaire avec les algues, par exemple, et avec le silicate, surtout sur cette zone où il peut y avoir des montées très fortes en température, et où cette argile a vraiment des propriétés de stabiliser le métabolisme, même dans ces stress de très fortes montées en température sèche. Et donc, en plantation cette année, du chanvre dans les paillages, donc c'est très basique, hein, c'est un trou pour chaque plante. Je continue de travailler à la baramine parce que j'ai toujours pas trouvé mieux pour ce terrain-là. Donc le terrain est meuble sur 10-15 cm. Il l'est de plus en plus. Finalement, je pose toujours le paillage avant. J'ai remarqué finalement, parce que je regarde un peu de vidéos YouTube pour voir ce qui se passe de temps à autre. Et quand je regarde par exemple l'usage du paillage, il y a une mode sur le paillage, mais il y a une partie des gens qui utilisent le paillage qui le mettent après. Et je trouve ça chiant, c'est vraiment très très chiant. Le paillage devrait être mis la saison d'avant, n'importe quand, mais jamais après, c'est parce qu'on s'est raté. Parce qu'après, c'est chiant à poser. Avant, en fait, ça permet déjà d'avoir le sol qui travaille. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de mettre un paillage pour la plante, on est en train de mettre un paillage pour le sol. Donc moi, je cultive le sol, c'est pas la plante que je cultive. Et quand je fais mon trou, en fait, je me rends bien compte que même si j'ai posé le paillage 15 jours avant, ça va être beaucoup plus meuble, tout va être déjà prêt, les lombris qui se sont réveillés, ils sont autour, les champignons sont prêts. Je fais mon trou, je travaille au bouchon parce que je trouve ça pratique, mais je pourrais travailler un peu plus gros, mais ça marche très bien. Et donc là, du bouchon à la plante d'à côté, c'est la reprise en 10 jours à peu près. C'est-à-dire qu'il y a une accélération d'un coup, si les conditions sont bonnes autour, mais en général, c'est la bonne période. Là aussi, c'est bien d'avoir un peu conscience des fois la première année sur une zone où on n'est pas tout à fait au point sur le calage par rapport à la météo, comment elle va évoluer sur la période souvent un peu chaotique du mois de mai, de avril et de mai et de juin. Mais si c'est posé au bon moment, en fait il n'y a rien d'autre à faire que de regarder pousser après. Et s'attaquer à la mycoculture aussi. C'est dommage que vous n'ayez pas cette belle photo à droite d'une orange Amanite César qui était magnifique. Et sur la gauche et en haut, c'est la contamination de... Donc je garde évidemment
un hectare c'est petit, hein, mais en pente ça a l'air d'être un espèce de labyrinthe, donc il y a plein de zones différentes. Et il y a une zone qui est en chêne vert, qui doit faire peut-être 100 mètres carrés, je suppose, c'est des terrasses sous chêne vert. Et donc là j'ai décidé de faire des petits trous et de faire ce qu'on appelle des lits de mycélium. Donc c'est une contamination avec différentes souches. J'ai pris des champignons médicinaux, j'ai pris des shiitake évidemment pour voir des choses comme ça, des pleurotes, même si je m'en fous un peu du goût, mais ça va être marrant à voir sortir, de la pleurote rose, des choses comme ça. Et de voir un peu comment ça se passe cet automne. Et pour l'instant ça se passe bien, ça se contamine. Voilà. Donc là c'est en gros pour poser ça, il y a un carton en dessous pour avoir vraiment le mycélium qui peut aller se tapisser en dessous, puis de l'écorce, alors il faut choisir la bonne essence. Là il faut pas du résineux du coup, et là j'ai pris du copeau de peuplier, mais si, c'est encore qu'une histoire de temps, hein, mais en autonome j'aurais très bien pu prendre sur mon terrain des branches, des brindilles, les mettre au bon moment, etc. Voilà, mais bon, là pris par le temps, mais le prochain essai sera complètement sans apport externe. Et donc la contamination de ces copeaux va être faite par ces sacs de sciure qui ont été précontaminés par le champignon désiré. On s'est aussi fait le plaisir d'investir dans un hydrodistillateur, un petit alambic en cuivre. Celui-là, je ne me rappelle plus, je crois que c'est du 5 litres, parce que sur le terrain, bon, au début on ne l'avait pas trop remarqué, mais il y a en fait un énorme buisson de roses qui sentent plutôt bon. Puis en cherchant un peu, en fait, j'ai vu que c'était dans les 3 roses, je crois que c'est la rose de province, mais en fait qui est proche de la rose de Damas, et c'est les roses qui sont utilisées en France pour faire l'eau de rose par exemple, des choses comme ça. Et donc voilà on s'amuse. Et donc ce que je trouve intéressant même là-dedans, c'est qu'en réfléchissant sur l'alambic, je me suis dit, ok, l'alambic, il va falloir de l'eau. Alors bon, on a de la chance, on a une ressource en eau, on travaille il y a une grosse réserve d'eau de pluie qui est naturelle, et qui va nous fournir de l'eau qui est fraîche parce que l'eau est en dessous. Et en fait, évidemment, pour travailler à l'alambic, il faut de l'eau fraîche. Donc, c'est là qu'en me renseignant un peu, en cherchant un peu, peut-être que vous le savez déjà, mais les bouilleurs de crues étaient toujours près de sources froides ou près de rivières, parce que sinon pas d'alcool, quoi. Pas possible de travailler à l'alambic s'il n'y a pas de l'eau froide toute l'année. Et donc j'ai pu jouer à ce petit jeu-là, d'aller foutre un tuyau sur la source, de balancer ça, voilà, et de tout faire, de jouer comme ça. Et nous allons recommencer sur d'autres plantes et certainement des tests sur le champ. Et donc pour finir avec cette zone, l'intérêt de la diversité, c'est bon, déjà pour le plaisir, hein, parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses tout le temps. Donc pour moi, je ne conçois pas la vie, et si on doit appeler ça travail, le travail au sens noble ne devrait pas être ennuyeux, et donc ne devrait pas être répétitif. Et du coup, voir des plantes différentes, à des stades différents, des réactions différentes, des fruitiers, des petites plantes, des hautes plantes, ce travail qui est beaucoup développé dans les jardins forêts, dans les jardins strates, dans la permaculture, permet aussi à l'humain qui s'installe d'être, à mon avis, beaucoup plus performant, c'est-à-dire de se fatiguer moins vite, de pas... en fait, moi, ce travail-là, c'est celui qui est... je le fais en plus du travail des fois que je dois faire pour avoir de l'argent, mais clairement, ce travail-là est plus dur, et pourtant c'est mon loisir. Pourtant, je le sens comme une ressource, quoi. Voilà. Donc cette diversité, c'est ça aussi je pense que c'est ça aussi qu'elle apporte. Et évidemment, dans le système écologique, elle apporte une très grande stabilité. Donc tout ne survit pas, ou tout ne donne pas chaque année. Il y a des années à cerises, il y a des années à pommes, des fois les pommes de terre ça marche, des fois ça marche pas. Je ne réfléchis pas en termes d'autonomie et de pouvoir survivre, mais ça me permet toujours d'avoir une satisfaction à un moment donné et d'avoir une connexion à ce terrain qui est intéressant. Je vais faire assez rapidement maintenant le déroulement mois par mois de ce qui s'est passé l'année dernière, c'est-à-dire j'ai eu une proposition intéressante, il y en avait beaucoup, je ne sais pas, l'année dernière, beaucoup de gens, ce qui était assez logique, voulaient se lancer dans le CBD. Et moi, de ce que je voyais du CBD, c'était de toute façon, les prix commencent à chuter, puisque de toute façon, l'huile commence à être produite partout, et même en mode industriel, donc c'est compliqué. En fleurs, c'est très compliqué, parce qu'au niveau des analyses,
faut être dans les taux, donc c'est un risque. Et de l'autre côté, faire de l'extraction, bah, on revient à l'huile, donc c'est de nouveau un problème. Et donc j'ai vu pas mal de projets passer qui étaient des projets standards. On veut faire de la fleur, on veut faire de l'huile, et où je disais bah, oui si vous voulez, mais clairement je ne vous le recommande pas. Donc j'en ai découragé plus d'un. Mais c'est pas que je ne vous le recommande pas, mais je leur ai conseillé de faire ce qu'on appelle un business plan, d'être sûr de ce qu'ils voulaient faire, de ce qu'ils voulaient vendre, de là où ils voulaient aller. Et surtout, ma proposition était de travailler évidemment en agriculture biologique, mais d'aller plus loin que ça, et donc de risquer une perte de rendement encore supplémentaire. Et donc il n'y en a qu'un qui a été retenu, qui plus est, qui ne voulait pas faire de l'huile, mais voulait faire une encapsulation de cette huile qui était particulière, et donc un projet particulier, et disons un objectif un peu novateur et complètement bio, et avec cette acceptation de l'agroécologie, puisque eux-mêmes, très intelligemment, pensent qu'au niveau marketing, c'est une très bonne idée, mais aussi parce que ces gens-là, en fait, ont une affinité avec... donc là, c'est dans le sud-ouest, hein, c'est complètement de l'autre côté de la France, à l'horizontale. Ouais, bah je finis, ouais. Ok, je vais timer en 15 minutes, en 5 minutes. 5 minutes. Allez, c'est bon. Et donc dans les Landes, sur une zone Natura 2000, donc il était évident qu'il fallait respecter ça, et c'était l'occasion pour moi d'appliquer quelques principes que j'appliquais chez moi. Donc ça c'est la zone, ils ont un élevage de brebis, la zone autour c'est de la forêt landaise traditionnelle, brebis landaises traditionnelles. Les brebis sont principalement utilisées finalement pour entretenir la forêt, ce qui est une bonne chose au vu des incendies de l'année dernière. Et voilà, plus ou moins à droite, on voit encore une fois pas, mais voilà, c'est très beau. C'est de la prairie, et autour, c'est juste de la forêt. Et donc ce qu'on a commencé par faire, c'est refuser de couper les arbres qui étaient dans le champ, pas d'arbres coupés, pas de buissons coupés, et tout de suite un mulch posé sur toute la prairie, et on a utilisé le foin qui était de à côté, et qui était en fait du foin déclassé, qui ne pouvait plus aller aux bêtes, il avait pourri, donc pour nous c'était une bénédiction. Par contre, pour le travail, c'était vraiment compliqué. Du coup, on a dû faire rentrer la mécanisation, puisque eux ont quand même un petit intérêt derrière à soutenir, ils investissent. Et du coup, ils ont quand même voulu jouer avec un tracteur. Bon, ça a duré 3 jours, 3 ou 4 jours, pour porter tout ça, répartir tout ça. On n'a pas eu assez de matière pour couvrir l'hectare, donc on a réussi à couvrir à peu près un quart du champ. Mais ça a été du coup très intéressant pour après voir l'évolution de ce qui allait se passer en fonction de il y a du mulch ou il n'y a pas du mulch. Le semis, là du coup sur coco perlite, parce que c'était plus pratique et la quantité n'est pas énorme. Toutes les plaques après ont été contaminées au trichoderma. Serre non chauffée évidemment, puisque de toute façon on a semé à un peu plus de la moitié du mois de mai. Là, il y a autour de 4000 graines semées, un peu plus. On peut aller jusqu'à 6000 plantes dans le champ. Là, il y a les périodes un peu difficiles où il y a des montées en température, surtout l'année dernière. Donc ça a été un peu compliqué, mais ça s'est maintenu. Sur le feuillage, là, c'est de l'argile, donc c'est le silicate que j'ai mis de manière assez répétitive pour que les plantes soient résistantes justement au changement de climat. Des relevés de température, parce que vraiment, le climat l'année dernière est parti très très vite et très très haut. Et donc là, après, moi j'ai dit le tracteur il rentre plus, hein, une fois qu'on a fait le paillage et tout, puis moi le bruit ça me saoule. Donc j'ai fabriqué des petites voiturettes qu'on pousse en reculant pour faire la plantation, trou par trou. Voilà. Du trou préparé, on s'est rendu compte que sous le paillage c'était très meuble, donc pas de problème pour faire la plantation. Et donc pareil que sur le terrain, ce que je vous ai montré tout à l'heure cette année, c'est-à-dire à la plantation, ça fait toujours un peu peur, c'est le bouchon, la plante elle est toute seule, là, avec un écartement de 90 cm. Bon, ok. Et puis la reprise est finalement assez rapide, 15 jours après, ça commence à y aller. Et puis après, bon, vous connaissez sûrement, hein, ça part, surtout pour du chanvre, ça part à 2,50 m, 3 mètres. Vers la mi-juillet, une petite sélection, parce qu'il y avait des plantes qui se comportaient mieux que d'autres. Donc bouture, pareil, comme on sait faire. Le champ, les herbes sauvages ont été laissées, donc il y a de la datura, il y a de l'artémisia, il y a pas mal de plantes de prairie qui ont repris derrière. Le début de la floraison, ouais, vous voyez rien en fait. Hein. Et ben je passe.
Et en fait, on s'est aperçu que les plantes sont restées vraiment très petites en fait, sur la partie non paillée. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas pris, malgré, on avait un goutte à goutte pour assurer quand même le secours. On a mis de l'engrais Terra Aquatica organique sur les deux parties. Sur la partie mulch pour accélérer un peu les choses, pour voir ce que ça allait donner. Mais en fait, c'est clairement pas l'engrais qui a fait que vraiment les plantes devenaient énormes sur la partie paillée, puisque sur la partie non paillée, même avec l'engrais, il ne s'est rien passé. C'était pas possible, quoi. Le terrain, finalement, ne répondait pas. Il n'y avait pas le paillage. Puisqu'on va pas très bien, on va pas pouvoir s'amuser à regarder les fleurs qui grossissent. Ça a été très satisfaisant. Et voilà, pour des variétés de chanvre, on est arrivé à peu près 1 kg frais sur chaque plante, sur 200 grammes secs, trimés par plante, qui ont été envoyés. Donc on a travaillé après sur l'extraction, etc. Donc en cours de culture, on a fait du fraîche sur 40 kg. Bon, tout travaillé avec peu d'outillage finalement. Donc la remorque, la voiture, on va chez le distillateur, on travaille un coup. La récolte, on peut très bien se faire à la main avec un gros sécateur. Et finalement, l'année dernière, j'ai choisi moi-même la souffrance, c'est-à-dire que j'ai refusé, on n'était que deux en fait, et deux à temps partiel. L'idée c'était, on ne va pas au-delà de ce qu'on peut souffrir, mais aussi de voir jusqu'où tout seul je pouvais gérer la chose. Et donc cette année, je le gère à distance et ils sont quatre. Parce que je leur ai dit, bon pour le timing, ça va pas aller, c'est mieux, ça va être plus simple pour tout le monde, il y aura moins de souffrance. Mais donc 4, 1 hectare, et c'est pas 4 constants, hein, c'est 1 en surveillance sur le total pour regarder ce qui se passe, et c'est simplement 7 jours à 4 pour la plantation, et certainement autour de 7 jours à 4 pour la récolte. Je vous décris la récolte en remorque, la grange avec les plantes pendues. Moi, heureux de cette sortie du placard et de pouvoir me montrer à côté de plantes de cannabis. Et là, la suite, c'est-à-dire l'extrait avec cette encapsulation particulière. Pour ceux que ça intéresse, je vous montrerai. Et de l'autre côté, la sélection que vous voyez sur la première présentation où il y a les tests de cette année et de nouvelles variétés, puisque ça évolue très vite, de nouvelles variétés en culture à partir de graines. Voilà, je m'arrête là. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Finalement, la première partie m'a plu. Anthony.